Bonsoir. Alors avant de commencer, je souhaiterais d'abord remercier l'équipe, très chaleureusement l'équipe de la programmation du Forum des images. Remercier également Noémie Lermenot à la projection et Clémence Lebras à la caméra et au montage des extraits. Et remercier tout particulièrement donc Marianne Bonicel de m'avoir invitée à donner ce cours de cinéma sur la nature chez Jeff Nichols dans le cadre du cycle Robinsonade. Si l'on devait définir le cinéma de Jeff Nichols, on le ferait sans doute en insistant sur le caractère intime de ses récits, souvent issus de ses propres expériences et réflexions, le mariage, la paternité, mais aussi sur le rôle qui joue la nature dans laquelle évoluent ses personnages. Une nature vaste et variée, dont Nichols aime filmer les grandes étendues, les champs fertiles, la beauté au lever du soleil. Il s'agit d'une nature indéniablement américaine. Il est important de revenir sur l'influence de la littérature dans l'œuvre de Nichols pour mieux comprendre son rapport à la nature. Nichols est né en 1978 à Little Rock, dans l'Arkansas, un État du sud des États-Unis. Son premier long-métrage, Shotgun Stories, s'y déroule, une histoire de vengeance entre deux fratries qui s'inscrit dans l'héritage du Southern Gothic, le gothique sudiste, un courant littéraire donc. Suivront Take Shelter en 2011, tourné dans l'Ohio, Mud en 2012 dans l'Arkansas de nouveau, puis Midnight Special au Texas et Loving dans l'État de Virginie en 2016. Inspiré du gothique anglais en littérature, le gothique sudiste se focalise moins sur des manifestations surnaturelles que sur la mise en lumière d'une société corrompue et décadente. Des secrets sanglants, enfouis dans la terre, ressurgissent du passé et entraînent la damnation de générations entières. Parmi les auteurs phares, on peut citer William Faulkner, Flannery O'Connor, Carson McCullers ou Truman Capote. Autour de personnages souvent grotesques, de freaks ou autres marginaux, le paysage joue un rôle essentiel dans la mise en place d'un climat inquiétant et anxiogène. Car le Sud porte dans la terre le poids de ses crimes. Ces paysages extraordinaires, ces champs fertiles, sont irrigués du sang des Indiens et des esclaves noirs. Après la guerre de sécession, ces États, comme la Géorgie, l'Arkansas ou encore la Louisiane, se sont reconstruits avec en place une stricte ségrégation raciale. Le gothique sudiste, parce qu'il s'inscrit dans l'imaginaire collectif, est aussi une longue tradition cinématographique encore florissante aujourd'hui, comme le montre le cinéma de Nichols. Une tradition aux formes multiples, au style plus ou moins outré, qui s'applique autant à La Nuit du chasseur, conte sur la perte de l'innocence de Charles Laughton en 1955, qu'au périple horrifique des héros de délivrance au milieu d'une nature qui abrite des hommes à l'animalité abjecte dans le film de John Boorman de 1972. Dans Les Proies, en 1971, Don Siegel représente la corruption morale du Sud en pleine guerre de sécession, à travers le prisme de la répression sexuelle qui transforme un acte de compassion en acte de barbarie. Une tension sexuelle souvent provoquée par la chaleur poisseuse qui enveloppe le Sud, comme dans Un tramway nommé Désir de Elia Kazan en 1951. Dans les œuvres plus récentes, le Sud s'expose aussi comme terre du mal, à l'exemple de Sailor et Lula de David Lynch en 1990, No Country for Old Men des frères Cohen en 2007, ou encore les séries True Detective et Sharp Objects. Le premier film de Nichols, Shotgun Stories, semble s'inscrire pleinement dans ce courant. Une faute ancienne menace de se transmettre aux générations futures dans un environnement pauvre et rural. Les personnages en sont des hommes désœuvrés qui portent sur leur corps la corruption de leurs ancêtres. Dans Take Shelter, Nichols prend pour héros un homme à la santé mentale vacillante, à moins que les phénomènes dévastateurs qu'il voit dans ses rêves ne soient la prémonition d'une tempête bien réelle. Avec Midnight Special, le réalisateur plonge franchement dans le surnaturel, puisque le jeune Alton y exhibe ses étranges pouvoirs. Dans Loving, Nichols délaisse l'Amérique blanche pour aborder le Sud ségrégationniste en racontant l'histoire véridique du couple interracial formé par Mildred et Richard Loving. S'agissant de Mud, le cinéaste tient, dans les interviews accordées à la sortie du film, à se distinguer de l'héritage gothique, argumentant que ce que l'on voit à l'image est, je cite, réel et non une posture. De fait, Mud n'a pas l'excès, l'outrance propre au gothique. C'est un film où la nature joue un rôle fondamental, mais sans personnage grotesque ou manifestation flagrante du mal. Le seul élément hors norme, excessif, est le personnage éponyme, Mud donc, interprété par Matthew McConaughey. Jeff Nichols dit notamment « Je voulais qu'il dise constamment des trucs dingues et qu'il fasse des choses folles ». Ce personnage qui aime raconter des histoires ne ressemble à aucun autre. Il se détache tant par son attitude que par sa situation géographique, puisqu'on le découvre habitant sur une île presque déserte.
Nous voici donc venus à la Robinsonade. Quand Robinson croise la route de Vendredi dans le roman de Daniel Defoe, Mud, lui, rencontre Ellis et Neckbone, deux gamins qui n'aiment rien tant, justement, que la Robinsonade. Ce sont deux ados en quête d'aventure, une quête qui s'accompagne d'un certain isolement. Leurs expéditions leur appartiennent à eux seuls, loin de toute supervision parentale ou sociétale. Libres de leurs mouvements, ils accostent sur l'île où se cache Mud afin de s'emparer d'un bateau échoué dans un arbre. Sur les rives du Mississippi où ils habitent, le bateau est synonyme de liberté, car il permet d'aller où bon leur semble et constitue le lien entre communauté, le retour à la communauté et l'isolement choisi. Pour Mud, le bateau représente le seul échappatoire possible pour se sauver des tueurs qui le traquent. Dans les aventures de Huckleberry Finn, Mark Twain écrit, je cite, « Nulle part on ne respire aussi librement qu'à bord d'un radeau », tandis que son héros voyage sur le Mississippi. Au sujet de l'écrivain américain, le critique littéraire Leslie Fiedler écrit, dans L'amour et la mort dans le roman américain, « Le mythe que Twain a créé est un mythe de l'enfance, rural, platonique, et pourtant béni dans son Éden naturel par la promesse d'un amour innocent et troublé par l'ombre de la mort ensanglantée. » Voilà bien l'histoire de Mud, dont le héros Ellis évoque Tom Sawyer par son romantisme et sa découverte de la mort. Plus que du Robinson Crusoe de Daniel Defoe, c'est des récits d'aventure de Twain, auteur fondamental de la littérature américaine, que se réclame Jeff Nichols, qui affirme avoir voulu créer avec Ellis et Neckbone des incarnations modernes de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Chez Mark Twain, le fleuve est fidèle à cette contradiction, à la fois métaphore de la liberté et lieu de tous les dangers. Capable de réduire le radeau en miettes ou de noyer les hommes qui s'y aventurent, le Mississippi effraie autant qu'il émerveille. Dans Mud, le Mississippi aussi est double, de même que la nature dans les autres films de Nichols. L'analyse que je vous propose aujourd'hui se déroule en 3 temps. Nous allons d'abord nous intéresser à la nature dans Mud, notamment en explorant les ambiguïtés du fleuve et un paysage qui se divise entre éléments célestes et terrestres. Nous élargirons ensuite notre champ de vision aux autres films du cinéaste en examinant la façon dont les thèmes de la famille et de la croyance s'entrelacent et posent la question de la place de l'homme dans le micro, l'intime, et le macro, l'universel. Enfin, je proposerai une analyse des natures spirituelles mais opposées de Take Shelter et Loving. Donc je vous préviens, pour ceux qui n'ont pas vu tous les films de Jeff Nichols, il y aura quelques spoilers sur les films. Je tâcherai néanmoins de ne jamais révéler la fin de chacun de ces films. Mud se déroule à travers le regard d'Ellis, un adolescent de 14 ans qui habite sur une péniche avec ses parents dont il est le fils unique. Le garçon, taiseux mais débrouillard, passe ses journées avec son meilleur ami, Neckbone. Ce dernier est orphelin, comme Tom Sawyer, et vit avec son oncle, tandis que Ellis paraît délaissé par ses parents qui le laissent vadrouiller sans surveillance. Ellis est déstabilisé par la mésentente parentale, troublé par une jeune lycéenne plus âgée que lui. Il a donc les préoccupations d'un garçon de son âge. Son camarade Neckbone manifeste, lui, un intérêt appuyé pour le corps féminin. Lorsque Ellis lui parle de May Pearl, la fille qu'il aime, Neckbone fait un commentaire sur ses seins, et on le verra ensuite se plonger dans la pile de magazines pornographiques trouvés à bord du bateau échoué. Ellis, lui, est rempli de lyrisme et de romantisme. Il aspire à l'amour pur, à l'amour vrai, loyal et éternel, cet amour même qui s'éteint au sein du domicile parental. Lorsqu'il navigue sur sa barque, aux côtés de Neckbone, sur les flots du Mississippi, jusqu'à l'île où se cache le trésor convoité, donc le bateau échoué, l'idéal romantique d'Ellis se matérialise dans la personne de Mud, incarnation parfaite du héros du roman d'aventure. Nichols entretient le mystère qui entoure le personnage, par son apparition retardée, d'abord, qui se déroule en 3 temps. Les enfants découvrent des traces de vie à bord du bateau échoué, puis d'étranges empreintes dans le sable qui disparaissent sans explication, reconnaissables par la forme de croix au talon de l'empreinte, un élément directement emprunté à Mark Twain puisque le père de Huckleberry Finn porte ce même signe distinctif. Et enfin, 3e temps, la rencontre avec l'inconnu qui manifeste sa présence dans leur dos. À ceci s'additionne l'arme à feu qui ne le quitte pas, son lien avec le voisin d'Ellis, Tom Blankenship, autre homme mystère et autre référence à Twain, le nom est celui du modèle utilisé par Twain pour Huckleberry Finn, et bien sûr la justification que donne l'inconnu de sa présence sur l'île, à savoir un récit follement romanesque qui le voit devenir meurtrier par amour pour Juniper, sa belle de toujours, incarnée par Reese Witherspoon. Pur héros de fiction donc, que ce séduisant hors-la-loi, traqué par des hommes vengeurs et meurtriers, qui projette de s'échapper vers une vie meilleure avec sa belle. S'ajoute aussi la dimension mythique du personnage.
de son nom tellurique à son enfance atypique. On apprend entre autres que Mud a miraculeusement survécu à une morsure de serpent à l'âge de 10 ans. Tom, lui, raconte aux enfants, je cite, « Mud n'a pas de père ni de mère, je crois bien, il vivait dans les bois quand je l'ai connu. Il était plus jeune que vous. » Enfant sauvage, enfant des bois, enfant de la terre qui lui a donné son nom, Mud est un adulte qui vit comme l'enfant des contes. Hormis la faim, Mud ne semble pas souffrir de son habitat en pleine nature, bien au contraire. Il s'y sent chez lui, ne dort jamais au même endroit, fait des feux de camp, tisse des hamacs entre les branches des arbres et sait se protéger des éventuels dangers. Avec sa chemise ouverte, sa décontraction naturelle et son aisance au sein de la nature, Mud représente donc pour Ellis un modèle masculin, à la fois viril et sentimental, autant que la promesse advenue d'une aventure imprévisible et excitante. Car Ellis et Neckbone sont avant tout en quête de sensations, comme l'expose la séquence qui ouvre le film, lors de laquelle les deux garçons naviguent sur le Mississippi pour rejoindre l'île. Au sujet de son film, le réalisateur explique « J'avais besoin du fleuve, j'avais besoin de ce bateau dans l'arbre, besoin de la fusillade, et je voulais la steadicam. Le film devait être fluide et bouger, couler comme le fleuve. » De fait, le mouvement habite le film, qui s'écoule comme le courant du fleuve, au rythme de son personnage principal, Ellis, qui ne cesse de bouger d'un endroit à l'autre. Je vous propose donc de regarder un court extrait de ce début de film lorsque Ellis et Neckbone se dirigent vers l'île déserte. C'est donc l'extrait numéro 1. Your dad'd kill us if we knew we went out there. I'm not worried about my dad killing us. We need to move if we're gonna make it back. Set your watch, we need a good 15 minutes. Donc avec ces quelques plans, Nichols installe aux yeux du spectateur l'importance métaphorique du fleuve. Le mouvement avant de la caméra, avec élévation au moment où on joint l'embouchure du fleuve, renforce le sentiment de liberté infinie qu'il procure et le mouvement d'avancée qui porte vers l'avenir. Mais ensuite, Ellis agrippe le bord de la barque. On voit sa main se crisper. Et l'eau, plus incertaine, représente un danger potentiel. Rappelons ici que le Mississippi a pour surnom The Great Muddy, car aux endroits très au sud où le lit du fleuve s'élargit, l'eau y est particulièrement boueuse. On le voit d'ailleurs dans le gros plan sur l'eau agitée. On est loin d'une eau claire, c'est plutôt une eau lourde, qui rappelle l'eau dont parle Gaston Bachelard dans L'eau et les rêves, comme invitation à mourir. Dans le roman d'aventure, Jean-Yves Tadier écrit « L'aventure est l'éruption du hasard ou du destin dans la vie quotidienne, où elle introduit un bouleversement qui rend la mort possible, probable, présente, jusqu'au dénouement qui en triomphe. L'appel de l'aventure est donc aussi l'appel de la mort. Le nom de l'inconnu prend ici tout son sens. Mud est une sorte d'incarnation humaine du fleuve qui promet l'aventure. Il figure cette irruption du hasard propre à la vie qui vient bouleverser la trajectoire d'Ellis et qui va lui faire approcher la mort. De fait, par 2 fois au cours du film, Ellis sera confrontée à la mort. Cette expérience de la mort est ce qui permet à Ellis d'accéder à l'âge adulte. Se plaçant véritablement dans la tradition des romans de Mark Twain et plus généralement des boys' books du 19e, comme L'île au trésor, Mud est un récit d'aventure, mais se réclame aussi du roman d'apprentissage. Comme chez l'auteur américain, le Mississippi opère comme une métaphore de la vie, pleine de promesses et de dangers. Le courant à la fois physique et métaphorique qui mène Ellis vers l'île est en fait un flot vers l'imaginaire, vers l'onirique, une aventure de l'inconscient, comme l'écrit Bachelard.
Son apprentissage va consister à délaisser les fantasmes de l'enfance pour revenir au monde réel, adulte, c'est-à-dire à la Terre. Ainsi, sa trajectoire est assez proche de celle de Huckleberry Finn. Le critique littéraire Harold Bloom explique que le héros de Mark Twain doit, je cite, « laisser le Mississippi derrière lui ». Durant un voyage qui a principalement été défini par le flux de ce chemin mouvant, Huck s'est la plupart du temps trouvé en conflit avec ce flot incessant, au mouvement trompeusement confortable. De manière similaire, Ellis est emporté par le mouvement provoqué par l'arrivée de Mud et se trouve dépassé par le flot de l'action. Lui aussi doit abandonner l'île, le Mississippi et sa nature sauvage pour aller s'installer en ville avec sa mère. Le cinéaste explique « Les péniches que l'on voit parsemer les rives de ces fleuves semblent venir d'un autre temps, d'un autre monde. Bien que les gens qui y habitent ont des baskets et des portables, ils sont toujours profondément attachés à la nature, à une philosophie plus ancienne. Ce mode de vie est éphémère et se raccorde à mon idée de ce qui est en train de se passer avec le sud des États-Unis en général. Il est en train de disparaître, emporté avec le fleuve. » Mud incarne cette vision d'un sud qui n'existe plus que dans la fiction. Mud, c'est aussi bien sûr la boue, un mélange de terre et d'eau qui forme une couche épaisse sur le sol, un liant entre les éléments sur lesquels Nichols insiste dans sa mise en scène. Je vous propose donc de regarder un deuxième extrait du film qui se déroule lorsque Ellis et Neckbone reviennent sur l'île après leur première rencontre avec Mud pour lui apporter à manger. Lors de cette séquence, vous verrez que Nichols garde ses personnages et sa caméra dans un mouvement constant alors qu'il parcourt l'île, nous la faisant visiter et exposant ainsi la richesse et la variété de son paysage. C'est donc l'extrait numéro 2. Juniper. She hot? She's beautiful. Bullshit. Prettiest girl I ever seen, hands down. Blonde hair, long legs. Tell you, she's like a dream you don't want to wake up from. She got these birds tattooed on her hands here. Nightingales. Good luck, birds. That a good luck snake? No, it is not. I hate snakes. Well, that's because God put them here for us to fear. We knew to be afraid of snakes long before we ever even got into this world. Now, the Cherokee would wrap their pregnant women's bellies in snake skin, induce labor, scare the child out. Put that around your bed at night. Snake won't cross a braided rope. Thanks. What's that tattoo for then? It's a reminder. Don't get bit. I was 10, swimming about a mile up from here, me and Juniper, son of a bitch. Swam up on me, bit me right here up under the armpit. Juniper got me off to a clinic. Doctor said I should have been dead in 20 minutes. Took us over an hour just to get to town. So what'd they do for it? Gave me the anti-venom, cottonmouth. See here? The thing with the anti-venom is they can only give it to you once. Made of horse blood. Body would reject it the second time. So the cure becomes more dangerous than the poison. What happens if you get bit again? I'd die, or just sweat it out. Alors, à l'arrivée dans la forêt, un tout petit peu légèrement avant l'extrait qu'on vient de voir, Nichols nous fait voir le paysage à travers le regard d'Ellis. En caméra subjective, on scrute la nature avec lui à la recherche de Mud. On note la beauté de la lumière avec un soleil caressant qui émerge entre les branches des arbres et une caméra qui s'élève vers le ciel. Mud est-il dans le bateau échoué, puis vers la terre et le feu de camp. Nichols oppose ainsi géographiquement les éléments. Le feu appartient à la terre, tandis que l'eau, représentée par métonymie avec le bateau, est rattachée au ciel. Petit aparté ici pour souligner que le film dresse clairement une opposition entre le feu comme élément dangereux de l'homme, le feu de joie de Mud qui menace de révéler sa présence, les armes à feu des chasseurs de primes, et l'eau, élément naturel et force divine. Mais l'eau est toujours double, comme l'indique Mircea Eliade dans Le Sacré et le Profane. Je cite, « Le symbolisme des eaux implique aussi bien la mort que la renaissance. L'immersion dans les eaux équivaut non à une extinction définitive, mais à une réintégration passagère dans l'indistinct, suivie d'une nouvelle création, d'une nouvelle vie ou d'un homme nouveau. » Une citation que je vous invite à garder en mémoire pour la fin du film.
Revenons à notre extrait. Comme lors de la première apparition, Mud surgit par surprise et dans le mouvement. Il siffle comme un oiseau, poussant les deux garçons à se retourner, puis descend de l'arbre où il était perché. Particulièrement visible dans cette séquence est le mouvement constant des personnages qui restent rarement statiques, ainsi que la mobilité très fluide de la caméra. Lors de la marche à travers la forêt de l'île, Nichols nous montre en caméra subjective le regard d'Ellis dirigé vers le ciel, où il observe le vol des oiseaux. Cette image céleste des oiseaux volant librement dans un ciel bleu immaculé, Nichols la place au moment précis où Mud décrit Juniper, mettant ainsi en image l'aspiration d'Ellis à l'élévation du sentiment amoureux. Ce regard est ensuite répliqué par Mud, de nouveau en caméra subjective, lorsque Mud parle de Juniper comme d'un rêve dont on ne veut pas se réveiller. L'oiseau est d'ailleurs associé au personnage féminin, Juniper ayant un rossignol tatoué sur la main. Ces deux plans similaires sur les vols d'oiseaux établissent une gémellité entre les deux personnages. Mud semble bien être l'adulte qu'Ellis souhaite devenir. D'ailleurs, la marche des personnages semble aller dans le même sens que le vol des oiseaux, vers un rêve commun d'idéal et de liberté. Après ce regard porté vers le ciel, la conversation retourne à la terre. Neckbone a remarqué le tatouage de serpent sur l'avant-bras de Mud. La conversation qui s'ensuit s'accompagne d'un changement de paysage. Les personnages gravissent un petit talus de sable, tandis que son discours superstitieux replace l'homme dans sa condition terrestre, où il est habité par un sentiment de peur divine. Quand Mud dit « Dieu les a créés pour qu'on les craigne », on savait qu'il fallait avoir peur des serpents avant même de venir au monde. Il y a donc l'idée que la Terre est habitée par le danger et par le mal, le serpent étant dans l'Ancien Testament un avatar du diable. Alors que Mud poursuit son discours, Nichols oppose deux gros plans. Le premier sur les branches d'un arbre, laissant entrevoir le ciel, l'autre sur une araignée qui trotte sur un sol rocheux et aride. Suit un plan large qui replace les trois protagonistes dans ce nouveau paysage jusqu'alors inconnu. À cet instant, sur cette terre potentiellement hostile, les trois personnages ont une résonance biblique. Seuls au monde, ils représentent l'humanité tout entière sur cette île où coexiste l'Éden, la splendeur de la nature, et la menace d'en être chassé, la présence du serpent. La suite de la trajectoire des personnages fait entrevoir les conséquences du déluge qui a sévi sur l'île, évoqué par les deux adolescents au début du film, le déluge qui a donc amené ce bateau échoué en haut de l'arbre. On voit les arbres déracinés qui jonchent le sol et qui entravent la circulation des personnages. Enfin, le mouvement s'arrête quand ils parviennent à leur limite géographique sur une plage au bord de l'eau. Mud s'installe au plus près de son élément, suspendu au-dessus de l'eau. Le contraste est cependant de taille. Quand les oiseaux peuvent, eux, continuer leur route, Mud est bien obligé de s'arrêter. Le soleil, lui, est devenu aveuglant, forçant le Robinson à plisser des yeux, image éloquente de cet homme séduisant, mais qui se refuse à voir la réalité en face. La boue, c'est aussi quelque chose de trouble, qui implique parfois l'idée d'une déchéance, l'idée de tomber dans la boue. Ce qui se produit précisément lorsque Ellis tombe dans la fosse au serpent. Dans le parcours d'Ellis, ce moment précis représente la fin des illusions, la perte de l'innocence et la tombée dans le monde adulte qui s'opère après une succession d'échecs. Ellis se rebelle alors et confronte Mud, qui l'accuse d'avoir utilisé sa naïveté pour le corrompre. Ellis découvre qu'à l'image de Mud, le monde est trouble et que le sentiment amoureux n'est jamais l'idéal qu'on s'en fait. Il dit à ses parents « Mais vous êtes mariés, vous êtes censés vous aimer ». Cette déchéance par la chute est ensuite répliquée lors de la séquence de la fusillade et mise en image par l'utilisation double que fait le cinéaste de la nuit et de l'eau, à la manière de ce qu'écrit Bachelard au sujet de la nuit. Je cite « La nuit est substance comme l'eau est substance. La substance nocturne va se mêler intimement à la substance liquide. » La première séquence du film révèle un Ellis préoccupé par la situation parentale. On le voit observer en cachette, tandis que son père refuse de répondre et même de regarder sa femme. Si le garçon s'investit tant pour aider Mud, c'est parce que ce dernier, dit-il, aime Juniper, transférant ainsi sur le couple l'image parentale. Le choix des acteurs confirme cette interprétation. Mud et Juniper apparaissent en effet comme des doubles glamourisés des parents d'Ellis. L'annonce faite par son père à Ellis du divorce imminent est doublée de la nouvelle d'un déménagement et même d'un déracinement, puisque la mère d'Ellis veut s'installer en ville, assurant ainsi la destruction de la péniche dont elle est propriétaire par les autorités fluviales. C'est le monde qui disparaît, évoqué par Nichols. Se construit alors dans le discours d'Ellis une opposition entre fleuve, synonyme de liberté et d'amour, et la ville, lieu de froideur et d'enfermement. La vie sur le fleuve est autant rattachée à l'unité du couple, permettre à Mud et Juniper de prendre le large, conserver la vie de famille telle qu'elle, qu'à la nostalgie d'un monde d'antan. Accepter la séparation parentale, c'est aller vers le divorce de l'homme et de la nature.
Ainsi, famille et nature sont intrinsèquement liées dans les films de Nichols. Le paysage influe sur la vie de famille, comme la famille et sa cohésion se reflètent sur le paysage. Tous les films de Nichols se construisent sur une base similaire, un paysage vaste et étendu qui semble offrir une perspective, mais dans lequel évolue une cellule familiale restreinte et en crise. On le voit dès le premier film du cinéaste, Shotgun Stories, qui s'ouvre sur une succession de plans de paysages de l'Arkansas et qui met en place ce qui constituera l'antienne de son œuvre, la relation avec le père. Le film raconte l'histoire de 3 fils abandonnés par leur père alcoolique qui, à sa mort, s'invitent à son enterrement pour cracher sur son cercueil. Leur haine provoque la colère des fils de la 2e famille du défunt et enclenche un désir de vengeance. Les 3 fils, dont l'aîné est interprété par Michael Shannon, qu'on retrouve dans tous les films du cinéaste, sont par leur prénom même ramenés à leur condition d'enfant. Son, l'aîné donc, qui veut dire fils, Boy, petit garçon, et Kid, gamin. Le père est haï pour sa violence passée, son abandon, et l'amour qu'il leur a refusé pour le prodiguer à une nouvelle famille, elle aussi uniquement composée de fils. Son a lui-même un fils, et l'on voit l'angoisse qui le travaille, son désir de bien faire, d'être présent pour son enfant. C'est ce lien-là que Nichols va exploiter par la suite. Dans son livre intitulé Jeff Nichols, l'intime et l'universel, Jérôme Destay écrit « La famille est le lieu des peurs, peur d'être un mari, d'être un père, peur pour son enfant ». Dans Take Shelter, Curtis a précisément peur de toutes ces choses. Il tend à s'éloigner de sa femme et la surdité de sa fille le fragilise. La peur qu'il éprouve au sujet de la vulnérabilité accrue de son enfant se matérialise dans le paysage que Curtis perçoit comme menaçant. Dans Mud, l'enfant est fragilisé par la nature qui peut lui être fatale. Dans Midnight Special, Roy a lui aussi peur pour la vie de son enfant qui manifeste des pouvoirs étranges, tout comme Richard Loving a peur pour la vie des siens dans l'Amérique ségrégationniste. Sujet principal ou périphérique, la place du père apparaît toujours vacillante dans les films de Nichols, et l'enjeu va se construire autour de cette reconquête du rôle paternel de protecteur. Voici pourquoi, à la suite de Shotgun Stories, la cellule familiale se resserre et devient la famille nucléaire, un père, une mère, un enfant, à l'exception de Loving où la famille est plus nombreuse et élargie. Si l'enjeu est intime, le cadre atteint l'universel, comme le souligne d'ailleurs le titre de Jérôme Destay. Nichols traite le micro de la famille nucléaire dans le macro de la nature. La déstabilisation et la quête du comment être père s'opèrent à l'intérieur et à l'extérieur du logis. La nature devient l'espace que la famille doit affronter pour parvenir à une nouvelle cohésion. Par cette contamination de l'espace du foyer et donc de la civilisation au paysage, l'espace sauvage, Nichols implique aussi en arrière-plan la question de la place de l'homme dans l'univers et donc l'éventuelle présence ou absence d'un père tout-puissant. Nichols fait ainsi le lien entre nature, famille et croyance. La croyance se trouve précisément au cœur de la famille de Midnight Special. Roy, Michael Shannon encore, s'enfuit avec son jeune fils, Alton, de la secte religieuse dont il faisait partie et où le jeune garçon était adulé pour ses pouvoirs étranges. Poursuivi par les membres de la secte qui voient en Alton un messie qui les sauvera de l'apocalypse et de l'autre par le gouvernement qui considère l'enfant comme une arme potentielle, Roy, lui, cherche à protéger son fils malade, fortement affaibli par ses pouvoirs, avec l'aide de Lucas, un ami d'enfance. Parce que la lumière du soleil déclenche souvent ses pouvoirs, Roy, Alton et Lucas se déplacent essentiellement la nuit, en aveugle, dans les ténèbres. Une fois de plus, la crise familiale se déroule en pleine nature, puisque le trio, bientôt rejoint par la mère de l'enfant, s'embarque dans un périple pour amener Alton à un endroit géographique précis afin qu'il soit sauvé. Les pouvoirs d'Alton se manifestent en relation directe avec la nature. Entre autres, Alton provoque par exemple un tremblement de terre, la chute d'un satellite, et lors d'une crise au bord de la route, l'herbe autour de lui se dessèche, alors même que l'état physique de l'enfant se dégrade. À voir ces dégâts, on a d'abord l'impression que les pouvoirs d'Alton sont nocifs, puisqu'ils détruisent autour de lui autant qu'ils l'affaiblissent. Et pourtant, tous ceux qui ont fixé leurs yeux dans ceux du petit garçon croient en lui. Dans le spectre de lumière qui sort de ses yeux s'expose quelque chose d'indicible. L'enjeu central dans Midnight Special se trouve dans la croyance de l'enfant. Croire à ses paroles, croire en ce qu'il voit, croire en ce qu'il nous montre. Le religieux infiltre directement la famille de Midnight Special, tandis que Nichols multiplie les symboles christiques. Je vous propose de regarder un extrait sur ce point éloquent. Je vous le replace rapidement. Alton a une crise sur l'autoroute qui lui provoque des convulsions et un affaiblissement extrême. Obéissant aux ordres très précis de l'enfant, la famille se sépare. Lucas et Sarah, la mère, continuent leur route
en voiture, jusqu'au motel où ils ont le point de rendez-vous et où ils doivent passer la journée, tandis que Roy et Alton font un détour par les champs. Alton demande alors à son père de le laisser voir le lever du soleil. C'est l'extrait numéro 3. Still daylight. Jesus. Looks. He has something to tell you. You look wonderful. It's still daylight. Yeah. No goggles. On assiste ici véritablement à une renaissance pleine d'imagerie chrétienne. Dans la première scène, le père, avec dans ses bras son enfant mourant, évoque une pietà. Après l'ellipse, on retrouve l'enfant en pleine santé, le visage apaisé. Alton est comme ressuscité. D'ailleurs, Lucas, en voyant l'enfant à travers le Judas de la porte, s'exclame « Jesus », exclamation d'incrédulité, ironiquement utilisée par Nichols pour décrire l'enfant miraculeux. De fait, la scène à l'intérieur de la chambre du motel a tout d'une scène christique. Alton, comme Jésus avec ses disciples, parle avec une autorité naturelle aux adultes qui l'entourent et qui l'écoutent religieusement, presque dans une position de recueillement. Lucas observe l'enfant comme s'il venait de voir un miracle, tandis qu'Alton raconte ce qu'il a vu, l'autre monde, d'où il vient, construit au-dessus du monde humain sur lequel il veille. L'enfant montre littéralement la lumière lorsque de ses yeux et de ses mains, l'emplacement des stigmates, surgissent des rayons lumineux. Donc dans la Bible, le Christ est souvent identifié à la lumière. Alors il y a des tonnes de citations, j'en ai choisi une de l'Évangile selon saint Jean, où le Christ dit « Je suis venu comme la lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alton s'incarne lui aussi par la lumière et vient éclairer les ténèbres. Il dit « J'ai vu le jour se lever ce matin, je sais qui je suis maintenant. » À partir de ce moment, la famille va circuler de jour et non plus la nuit. De fait, la mise en scène de Nichols montre bien que c'est la fusion d'Alton et de la lumière qui le guérit et qui lui permet de s'affirmer. En juxtaposant les plans de la nature et d'Alton, Nichols indique que l'enfant et la nature interagissent à la présence de l'autre en unisson. Alton est pris de convulsions, la terre tremble. Le soleil se lève, le rayon de lumière bleue jaillit de ses yeux. Nichols multiplie les gros plans sur la terre tremblante qui finit par s'ouvrir, faisant jaillir par communion avec la lumière prodiguée par le petit garçon, cet autre monde qu'évoquera Alton plus tard et qu'on ne voit à ce moment que de l'extérieur, sous la forme d'une bulle de lumière jaune, comme un soleil, traversée par la lumière bleue de l'enfant. Donc à lui seul, Alton incarne la vie terrestre, le globe solaire jaune dans une main, et dans les yeux, un rayon bleu comme le ciel et la mer. L'autre monde, s'il n'est pas le paradis chrétien, est bien rattaché à l'idée d'une présence invisible et bienfaisante, protectrice. Ce monde est là, qui nous regarde sans qu'on le sache, qui nous entoure et nous protège. La fin du film expose ce monde invisible dont la présence physique s'inscrit à même le paysage, à même la nature. Le cinéaste confiait d'ailleurs dans une interview au sujet de Take Shelter « Je crois que si la religion existe, c'est dans la nature qu'on la trouve ». Dans Take Shelter,
Nichols entreprend de déconstruire la famille typique américaine. Au début du film, la famille paraît fonctionner parfaitement dans des rôles très traditionnels. Le père travaille dans la construction, donc un métier qui reflète aussi sa fonction patriarcale, tandis que la mère s'occupe de leur fille, de la cuisine, du logis, tout en assurant quelques travaux de couture pour gagner quelques petits suppléments. Seule ombre au tableau, le handicap de leur fille, unique, qui nécessite une éducation spécialisée et une future intervention médicale. La crise que va traverser Curtis dans le film va fragiliser la solidité de ses fondements. Il met en péril sa relation avec sa femme, avec sa fille, mais aussi leur stabilité sociale et économique. Alors que dans Mud, Nichols choisit le prisme du regard de l'enfant, il place ici le spectateur à travers celui de Curtis, un adulte obsédé par ce qu'il voit ou ce qu'il croit voir. Le film s'ouvre d'ailleurs sur un plan qui se révélera subjectif, celui d'un arbre dont les feuilles s'agitent et le ciel qu'on aperçoit obscurci par un gros nuage. Ce ciel inquiétant, c'est Curtis qui le scrute, tandis qu'un énorme nuage à la forme de tornade s'avance vers lui, chargé d'un orage de pluie jaunâtre. Première séquence, premier cauchemar. La question reste de savoir si ces cauchemars sont le fruit d'une angoisse, le signe d'une maladie mentale, ou bien des prophéties que Curtis est le seul à comprendre. Tout le film repose sur la multiplicité des interprétations de cette nature menaçante. Je cite le cinéaste, « La nature m'est apparue comme un antagoniste approprié parce qu'on ne peut pas lui rejeter la faute. Dans le grand ordre des choses, ces tempêtes ne pourchassent pas Curtis, ces tempêtes arrivent, tout simplement. » L'extrait que je vous propose de regarder se produit après 2 scènes importantes et contradictoires. D'abord, la première visite de Curtis chez la psychologue. On sait donc maintenant que sa mère a été diagnostiquée schizophrène après un épisode où elle a abandonné son fils enfant sur un parking, la peur de l'abandon encore. Donc une scène qui montre Curtis en état de faiblesse. Et juste après, une séance familiale à l'école où Curtis et sa fille apprennent ensemble la langue des signes sous le regard attendri de sa femme, donc l'image du père parfait. Et l'extrait que nous allons voir, c'est donc sur le chemin du retour. Il fait déjà nuit, Curtis conduit, tandis que sa femme et sa fille sont endormies à l'arrière de la voiture lorsqu'il entend le bruit du tonnerre. C'est donc l'extrait numéro 4. Seeing this? On est ici dans la même idée que Midnight Special, voir dans les ténèbres. Mais ici, la question n'est plus de croire ce qu'on voit, n'est pas de croire ce qu'on ne voit pas, mais de croire ce que l'on voit. Dans cet extrait, Curtis est isolé du reste de sa famille. L'épouse est enfermée dans la voiture, assise et endormie, tandis que Curtis est dehors, debout, les yeux grands ouverts. La coupure spatiale et comportementale est accentuée par les paroles que Curtis prononce juste avant. « Est-ce que quelqu'un voit ça ou suis-je le seul à voir ça ?» Mots qu'il prononce à voix haute et seul. Contrairement aux scènes de cauchemars inquiétantes et violentes, ce moment est plus poétique que véritablement effrayant. La musique extra-diégétique couvrant les bruits du tonnerre qui semblent étouffés. Plus que la raison de cette vision, Nichols insiste sur la portée poétique et métaphysique d'un homme confronté à sa solitude. Si l'ambiguïté marche aussi bien, c'est que Nichols n'oppose pas le fantasme à la réalité. Les deux sont présentés comme des possibilités non excluantes, à la manière de Safe, le très beau film de Todd Haynes de 1995 que Nichols cite en référence. Les tornades ne sont pas des phénomènes rares aux États-Unis.
L'abri anti-tornade que Curtis décide de remettre en état avait d'ailleurs été construit bien avant le déclenchement de sa paranoïa. De même, la mise en scène des cauchemars reste très réaliste afin que l'impression demeure qu'ils puissent être ou devenir réels. Avec son regard fixé vers le ciel, Curtis cherche à décoder les signes, à comprendre ce qu'il voit dans la nature. L'hypothèse numéro 1 est donc celle de la folie de Curtis. S'il est le seul à avoir ces visions, est-il devenu fou comme sa mère ? Va-t-il lui aussi mettre en danger son enfant et sa famille ? Dans cette hypothèse, la nature devient une représentation de la maladie mentale de Curtis. On retrouve ici un élément cher au gothique, où le paysage vient refléter les tourments internes d'un personnage. Le film cultive l'image de la fêlure. On le voit ici avec les éclairs qui zèbrent le ciel, qui viennent déstructurer par leur forme et leur lumière sa surface lisse et sombre. Cette image de la fêlure se retrouve plus tard lors de la séquence à la plage. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le film, on voit sur le château de sable que Curtis construit avec sa fille, le château qui se fendit légèrement. Donc c'est la fêlure dans l'édifice, dans le foyer. L'abri que Curtis construit et dans lequel il aspire à s'enfermer peut ainsi représenter l'enfermement dans le noir de son esprit et la folie. Une autre interprétation possible consisterait à comprendre la nature détraquée du film comme la représentation d'un pays et d'une planète en crise, au bord de l'effondrement. Le cinéaste dit « J'ai écrit ce scénario pendant l'été 2008 et on avait le sentiment que tout tournait mal. Notre gouvernement était sur le point de s'effondrer, la valeur du dollar aussi, l'Islande avait fait faillite, sans compter toutes ces images d'ours polaires sautant d'icebergs en train de fondre. » L'environnement et l'économie sont en effet deux thèmes très présents dans le film, à la fois dans les cauchemars de Curtis, la pluie huileuse qui évoque le pétrole, les éclairs et les tempêtes anormaux qui évoquent des dérèglements climatiques, et les animaux et les personnes aux comportements soudainement violents. Il y a aussi les braqueurs à un moment sur l'autoroute qui suggèrent une paupérisation extrême. Mais aussi dans la réalité du couple qui économise pour pouvoir payer l'implant auditif de leur fille. Par sa conduite irresponsable, Curtis met en danger sa famille lorsqu'il perd son travail avec son assurance maladie dans un climat économique déjà difficile. La nature ici devient donc le symptôme de ce monde au bord de l'effondrement. Donc la troisième hypothèse, c'est évidemment je disais de croire ce que l'on voit et donc de considérer Curtis comme un prophète qui a préscience de ce qui va advenir. Dans l'extrait qu'on avait vu avant, où il observait l'orage, les yeux de Curtis sont tournés vers le ciel. Sa question, suis-je le seul à voir cela, peut être comprise comme adressée à Dieu. L'abri construit avec frénésie devient alors comme l'arche de Noé, Curtis étant le seul à voir la tempête venir, tandis que les autres refusent de voir les signes et refusent de le croire. Dans une scène ultérieure, Curtis explose devant sa famille et amis et leur dit « Vous pensez que je suis fou ? Eh bien écoutez, une tempête arrive comme vous n'en avez jamais vu et aucun d'entre vous n'est prêt à l'affronter. » La nature apparaît comme une force destructrice et implacable, une nature apocalyptique. Cette nature dont parle Maxime Lachaud dans son article « Le gothique sudiste dans les arts, la musique et la littérature », donc il parle de la nature sublime, sombre et incontrôlable qui inspire la terreur et des émotions bien plus fortes que la trop classique beauté. La nature de Jeff Nichols, malgré les serpents qui rôdent et ses nombreuses tempêtes, ne ressemble pourtant pas vraiment à celle du gothique sudiste. Maxime Lachaud écrit toujours dans ce même article, je cite, « La chaleur est mortifère, attaque les cerveaux et libère les pulsions des corps dégoulinant d'une sueur rêche comme le désespoir, au sujet du gothique sudiste. Au contraire, Nichols aime la nature du Sud et le montre. Ses films abreuvent de plans généraux et statiques de la nature, ainsi que de gros plans sur les feuilles d'arbres, des fleurs, etc. Cette propension à s'attarder sur la beauté de la nature lui a souvent valu d'être comparé à Terrence Malick. Nichols a d'ailleurs fortement été influencé par La Balade sauvage, premier film de Malick en 1973, et a, au cours de sa carrière, utilisé de nombreux acteurs du cinéaste, avec qui il partage sa productrice, Sarah Green. C'est donc sur les recommandations de Malick qu'il engage Jessica Chastain, tout juste sortie du tournage de Tree of Life, pour Take Shelter. Cette dernière lui conseille le jeune Ty Sheridan, qui jouait son fils dans le film de Malick, pour interpréter Ellis dans Mud, film dans lequel on retrouve également Sam Shepard, l'acteur donc des Moissons du ciel, film de 1978. Si Nichols aime comme Malick les plans d'ensemble qui font ressentir l'impuissance de l'homme dans une nature toute puissante, le cinéaste se montre prudent sur la comparaison. Il dit « Nos approches sont complètement différentes. Je n'utilise pas de voix off et mes films sont très écrits. Ceci dit, la nature s'entrelace avec tout ce qu'il fait. » Malick donc, je suis d'accord avec ça. L'environnement, la nature, voilà la religion.
Si les films de Malick sont imprégnés de la liturgie chrétienne, Nichols, lui, s'accorde tout à fait à l'idée héritée de Ralph Waldo Emerson, philosophe et poète américain, d'une nature et d'une spiritualité profondément liées. Dans son essai Spiritual Laws de 1841, Emerson écrit « Il y a une âme au centre de la nature et en la volonté de chaque homme ». Chacune des trames des films de Nichols semble ainsi se rattacher à un élément. L'eau, comme métaphore du fil de la vie dans Mud, le feu intérieur et spirituel qui se matérialise à travers Alton dans Midnight Special, l'air qui manque et empêche Curtis de respirer lorsque la tornade menace dans Take Shelter, et l'ancrage dans la terre filiale dans Shotgun Stories et conjugal dans Loving. De manière détournée et sous-jacente, le gothique sudiste s'exprime pourtant dans les natures contradictoires de Nichols, que Nichols met en scène dans Take Shelter et Loving, des terres spirituelles, sinon divines, qui portent en elles la promesse de l'Apocalypse pour le premier et la promesse du salut pour le second. Dans Take Shelter, c'est la dimension mythique du Sud qui intéresse Nichols, qui se manifeste dans sa nature double, où la beauté semble dissimuler un danger. Leslie Fiedler écrit, toujours dans son livre « L'amour et la mort dans le roman américain », je cite, « Dans le gothique, l'écrivain américain ne trouve pas seulement l'opportunité de traduire symboliquement des expériences intérieures, de présenter le monde qui lui apparaît comme une énigme à travers des termes énigmatiques, mais il y trouve aussi le moyen de mythifier la brutalité et la terreur endémique à notre existence. » Ce que décrit Fiedler correspond tout à fait à ce que fait Nichols dans Take Shelter, où le personnage de Curtis extériorise ses angoisses sur un paysage qu'il ne maîtrise pas et incarne ainsi la peur universelle à tout parent et à tout être humain, comment mettre son enfant ou soi-même à l'abri d'une mort certaine. Come on, it's okay. Je vais donc maintenant aborder l'extrait de Take Shelter que nous venons de voir. Cette séquence donc se place clairement dans la tradition des films catastrophes américains, où la menace de l'apocalypse se matérialise et advient par le biais de la nature. On pense notamment à Phénomène de Shyamalan en 2008 et bien sûr aux Oiseaux d'Hitchcock. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est le mélange très gothique du surnaturel et de l'onirique. On commence par une séquence très réaliste, sans musique, qui va se révéler être un cauchemar, mais un cauchemar ancré dans la réalité, puisque cette réalité paraît prolonger le rêve de Curtis. Une fois de plus, le cauchemar trouve sa naissance dans la nature. Le premier plan est celui des feuilles d'un arbre, agitées par une brise légère. Survient un gros plan sur un moteur de voiture et un plan de Curtis, observé par sa fille dans une fonction réparatrice typiquement paternelle. La première peur qui se manifeste paraît fortement réaliste. Hannah s'éloigne sur la route, on sait que la petite fille est sourde et ne peut pas entendre les voitures approcher. Mais quand Curtis court vers sa fille et la prend dans les bras, la peur se démultiplie et s'inscrit dans le paysage. Le regard du spectateur est à ce moment doublement sollicité. D'une part, au premier plan, où l'expression effrayée de Curtis stimule l'imagination du spectateur, que voit-il ? D'autre part, par l'arrière-plan,
où se dresse un énorme nuage gris et un ciel menaçant, menace supplémentaire que Curtis n'a lui pas encore vue. Nichols renouvelle le stratagème lorsque Curtis se retourne au bruit du tonnerre, découvrant donc la tempête imminente, tandis que le spectateur voit, lui, derrière le personnage, le nuage d'oiseaux descendre dangereusement vers la terre. Le plan rapproché du père et de sa fille serrés contre lui, tandis que le nuage d'oiseaux s'abat sur eux, insiste sur la violence des coups que reçoit Curtis au visage, référence directe aux oiseaux d'Hitchcock. Nous sommes bien loin ici des oiseaux et du ciel libérateur admirés par Mudd et Ellis. Les oiseaux qui tombent ensuite sur le sol semblent bien être le premier signe de l'apocalypse. C'est la vie de la terre qui meurt. Une fois dans la réalité, on comprend que la sirène du cauchemar était bien réelle et qu'une tempête est véritablement imminente. Parce que l'alerte réalise les angoisses de Curtis, celui-ci recouvre un temps son assurance et son identité de protecteur du foyer. Il leur dit « n'ayez pas peur ». C'est un peu le même principe que Lars von Trier mettra en place dans Mélancolia, où l'angoisse d'une possible fin du monde permet à Justine d'affronter sereinement l'apocalypse venue. Ici, Curtis montre et éclaire le chemin, et donne des ordres qui sont respectés. Mais dans la séquence s'expose aussi la fêlure familiale. Sa femme tente de résister aux précautions de Curtis, et la communication de la famille se montre désunie. Le père parle à Hannah, qui répète les signes rassurants à sa mère, qui les approuve de la main, mais exprime par son regard son doute. Le manque de communication directe entre les parents illustre l'instabilité du couple. La femme ne croit pas entièrement aux craintes de Curtis, et Curtis refuse de modérer ses angoisses. Lors du regroupement physique qui clôt la séquence, la femme observe son environnement avant de fermer ses yeux pour ne pas dépendre de la perception de Curtis. Elle veut voir par elle-même. Le dernier plan, où l'on voit l'abri dans son ensemble, montre bien au spectateur que l'endroit n'est pas un habitat viable pour la famille, qui ne pourra pas se reconstruire dans cet espace clos, obscur et spartiate, entièrement coupé de la nature. La séquence commençait sur l'image d'un arbre et se termine sur un manque d'oxygène. Dans Loving, son dernier film en date, Nichols prend le contre-pied de cette nature menaçante. Choix surprenant au premier abord, puisque l'on se trouve là, pour la première fois dans le cinéma de Nichols, directement plongé dans l'Amérique ségrégationniste, avec des protagonistes noirs. Loin de faire des paysages de la Virginie des lieux hostiles et décadents, Nichols souligne la douceur de l'environnement et son atmosphère paisible. Cette nature apaisante est, dès le début du film, associée à la sincérité de l'amour qui unit Mildred et Richard Loving, que l'animosité de l'homme blanc et des institutions racistes du Sud vont s'attacher à détruire. Le film entier se place sous le signe du regard de Mildred, personnage auquel Nichols s'est identifié, précisément à cause de cette vision si positive du paysage sudiste. Je le cite, « C'est la première fois que j'ai un personnage qui représente ce que je ressens pour le Sud. Il est facile de regarder cette histoire et de se demander pourquoi risquer de revenir en Virginie ? Pourquoi risquer non seulement l'arrestation, mais bien pire, que vos enfants grandissent dans un pays comme celui-ci ? Il n'y a qu'une seule réponse à cela et je la comprends, parce que vous vous sentez relié à ce lieu. » La nature qui s'expose dans le film est investie par le regard de Mildred qui y a grandi, où sa famille réside, où elle a rencontré son mari et où elle souhaiterait voir grandir ses enfants. Regardons un premier extrait qui a lieu tout au début du film, après que Mildred a annoncé à Richard qu'elle attend leur premier enfant. C'est donc l'extrait numéro 6. I want to put the kitchen right back here. Richard, stop this. I don't know what you're saying. I bought it. This whole acre. I'm gonna build you a house. Right here. Our house. Mildred. Yes? Would you marry me?
Donc on reconnaît bien là le style de Nichols qui débute cette scène par un gros plan sur la nature. L'importance de la vision de Mildred, de son rapport à la nature, s'expose très ostensiblement dans cette scène. Avant qu'elle ne comprenne pourquoi Richard l'a amenée là, Mildred observe l'environnement d'un œil distrait. Le paysage lui est familier et quotidien. Mais lorsque Richard lui explique que le terrain est le leur et qu'il va y construire leur maison, encore un personnage masculin chargé de construire, le regard de Mildred change comme si elle redécouvrait soudain le paysage qui contient désormais la promesse d'un foyer, d'un avenir heureux. Cette promesse, Nichols l'illustre par le plan suivant, où, au lieu de montrer Mildred en son entier, se focalise sur son ventre arrondi, tandis qu'elle court joyeuse dans les bois. Cette course débouche sur un champ où s'activent des travailleurs de la terre, image qui fait inévitablement, évidemment, ressurgir celle bien connue des esclaves se tuant à la tâche dans les champs de coton. Mais ici, blancs et noirs travaillent côte à côte, dans une harmonie soulignée par le plan d'ensemble. Ce détournement des images d'une nature coupable, Nichols le reproduit plus tard avec une image d'une corde qu'on balance sur la branche d'un arbre. Le spectre du lynchage ressurgit brièvement avant que l'on découvre que la corde, jetée par les enfants Loving, est destinée à improviser une balançoire. À travers le regard de Mildred, Nichols reprend possession du paysage sudiste, lieu de crimes atroces, certes, mais commis par une main humaine. La nature elle-même ne peut donc être rendue coupable. Au contraire, Nichols fait de la nature de son film une nature réparatrice et salvatrice à travers la dichotomie, proche de celle qu'on trouve chez Malick, qu'il dresse entre la ville et la campagne. Les deux extraits qui vont suivre se déroulent à deux moments espacés du film. Le premier survient lorsque Mildred et Richard, qui attendent leur premier enfant, sont forcés de quitter leur famille et l'État de Virginie sous peine d'être mis en prison et vont s'installer à Washington. L'extrait choisi montre l'arrivée du couple en ville. Il y aura ensuite un écran noir. Et le second extrait, qui se déroule plusieurs années plus tard, le couple a désormais 3 enfants. Et suite à un accident de voiture qui a renversé leur fils, les Loving décident de revenir en cachette là où ils ont toujours désiré vivre, auprès de leur famille. Dans ce deuxième extrait, la famille débarque en pleine campagne dans une maison complètement isolée. C'est donc l'extrait numéro 7.
Qu'avec ces deux trajets inversés, Nichols exprime le pouvoir bienfaisant de la nature. Le trajet vers la ville exprime une grande nostalgie du paysage fertile, divisé entre un champ de blé et un champ de maïs, sur lequel Nichols s'attarde alors même que la voiture qui emmène le couple a disparu du plan. Par la suite, la caméra ne cesse de revenir au visage silencieux de Mildred, qui observe, et dont le regard traduit les émotions que suscite en elle le changement de décor. Vers la ville, Nichols filme Mildred enfermée, derrière la vitre d'abord, puis à l'intérieur de la voiture. Son visage est inquiet, et le cinéaste nous montre en caméra subjective les images qui s'impriment sur sa rétine. L'agitation de la rue, la saleté et l'étroitesse de la ville, les enfants qui jouent sur le trottoir. En gros plan, on voit sa main tremblante, qui cherche le réconfort de son mari, rappel de la raison d'un tel sacrifice. Enfin arrivée, elle contemple résignée son nouveau logis et se focalise tristement sur un maigre lopin d'herbe, écrasé et plus tout à fait verte, qui entoure un petit arbre. Plus tard, on l'entendra se plaindre à sa sœur que les enfants n'ont pas d'herbe où courir. L'idéal du foyer dans la nature n'est plus. Le second extrait effectue le trajet inverse et se construit en écho direct avec le précédent. Ici encore, c'est le regard de Mildred qui compte. On la voit s'arrêter au volant de sa voiture, sous le choc des retrouvailles. Un plan d'ensemble où les voitures sont arrêtées au milieu des champs inverse le plan cité précédemment. Cette fois, la nature est reconquise. Lorsque Mildred sort de la voiture, son visage est apaisé, heureux et contemplatif. Le sacrifice est réparé lorsqu'elle voit ses enfants courir dans l'herbe. Elle savoure la douceur du soleil, ici encore, bien éloignée de la chaleur poisseuse et nauséabonde. Le regard que Richard pose sur elle exprime à la fois l'amour qui unit le couple, mais aussi le cœur du film de Nichols, le regard rassuré du mari dont le bonheur est de voir le regard heureux de son épouse. Dans son journal, Henry David Thoreau écrit une phrase qui pourrait à elle seule décrire le personnage de Mildred Loving. « J'ai une chambre pour moi tout seul, c'est la nature ». Que son mariage soit reconnu par l'État où elle habite, qu'elle puisse librement vivre avec son mari, avoir des enfants avec lui, à ces nombreux combats de Mildred s'ajoute celui de pouvoir s'installer et construire librement là où elle le souhaite, sur la terre de son enfance, de sa famille et de ses ancêtres, d'avoir au milieu de cette nature si vaste et accueillante une chambre à soi. C'est ainsi que Virginia Woolf avait nommé son essai féministe où elle affirmait la nécessité pour l'artiste d'avoir un espace à soi-même pour pouvoir créer. À l'image de Richard et Mildred Loving qui construisent leur maison en l'imaginant au milieu d'un champ, cet espace propre à l'imaginaire et à la création se trouve pour Jeff Nichols indéniablement au cœur de la nature. Je vous remercie de votre attention.